Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce panel de la 4e édition du Festival Afro-Urbain. Oh, je suis tellement excitée d'être ici aujourd'hui avec vous parce que on aura un panel qui va se poser où en fait on va discuter sur la question de la culture afro-descendante dans les grands médias, les perspectives et ce qui nous attend. Est-ce que cette culture est présente au Québec? Est-ce qu'elle a évolué? Et ici, j'ai 3 invités extraordinaires qui vont m'accompagner durant les prochaines 40 minutes. J'ai Kitty Antoine, qui est entrepreneur et qui est aussi animatrice. Kitty, ça fait longtemps que tu animes. Oui, Est-ce que tu voudrais... Ben oui. Est-ce que tu voudrais te présenter? Oui. Merci beaucoup, Anne-Lovely. Et je suis vraiment excitée de discuter de ce sujet qui est un cheval de bataille pour moi. Fait que comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Je suis la propriétaire de Boutique Espace Urbain, copropriétaire. Oui, qu'on adore. Je suis aussi artiste visuelle, animatrice. Là, dernièrement, on peut me voir sur la première série de Pas mentir, qui est une série de 8 épisodes où on parle, on déconstruit et puis on nomme des dynamiques puis des stéréotypes aussi qu'on entretient entre nous, les citoyens afrodescendants et aussi les citoyens racisés. On fait ça avec des personnalités, des sommités sur chaque thème. Fait qu'on parle de colorisme, masculinité toxique, féminisme, l'ADN du hip-hop aujourd'hui. En tout cas, 8 thèmes qui méritent notre attention aujourd'hui, puis ça aide à ouvrir la conversation. Fait que je suis contente de parler des médias avec vous aujourd'hui. Et à ta droite, à ta gauche ou à ta droite? Mais enfin, à ma droite. Gauche. À ta gauche, mais à ma droite. Il y a Monsieur Jean-Yves Roux, qui est producteur. Effectivement, producteur et cofondateur aussi de Natif TV. Moi, j'ai commencé dans l'industrie de l'entertainment des médias au milieu des années 90. Hey, ça fait quand même un moment, hein? Ouais, il faut pas trop parler de mon âge, là. Ça... à vrai dire, c'est vraiment au milieu des années 90. J'ai commencé dans l'industrie de la musique, en plus en tant que producteur et artiste dans le milieu hip-hop. Et au milieu de la première décennie de 2000, 2004, 2005, j'ai commencé à devenir producteur télé. Et évidemment, c'est presque 10-15 ans plus tard que moi, avec des partenaires, on a lancé une première chaîne spécialisée axée sur justement la diversité des communautés culturelles qui s'appelle Natif TV et avec lesquelles on a pu justement, depuis 2018 qu'on est en ondes et que maintenant, on a pu travailler avec différents producteurs indépendants pour produire, par exemple, le KK Show, Gospel Mania, La Pause Hip Hop, le Spot, qui est un talk show qu'on a produit dans lequel, justement, a participé par mes animatrices. On a plusieurs autres projets qui s'en viennent pour le développement de la culture. J'adore. Et le doyen du panel, Léo Kalinda, journaliste, réalisateur. Je vous laisse dire votre CV. Voilà, le plus vieux nègre des médias au Québec. Pas au Canada, au Québec, très certainement. Donc, quand Jean-Yves, c'est Jean-Yves, hein? Jean-Yves Roux, oui. Quand il commençait en 1990, ça faisait 20 ans que c'est dans les médias. J'ai commencé au Rwanda, j'avais 18 ans quand même. 18 ans. Oui, monsieur, oui, madame. Ah là. Mais en tout cas, on va en parler, mais il faut avoir du cran. Ensuite, j'ai travaillé à Radio France. C'est bizarre. J'ai étudié et travaillé à Radio France. C'est quelque chose d'exceptionnel qui n'existe plus, malheureusement. C'était un studio-école. Wow. On faisait de la radio. Et on était payé comme journaliste, mais c'était aussi une école. On étudiait l'histoire des médias et tout, la littérature, c'est génial, Sciences Po. Et ensuite, je suis venu à Radio-Canada International juste après les Olympiques, wow. 1976. Oh! Vous n'étiez pas née, madame? Non, je n'étais pas née. Et je ne crois pas non plus que vous étiez née. Non, voilà. J'étais née. Mais tu étais très jeune, Kitty. Tu étais très jeune, Kitty. Moi, j'étais loin d'être née. J'étais un bébé, oui. C'est ça. Et puis, j'ai travaillé à Radio... J'ai surtout fait ma carrière à Radio-Canada. J'ai travaillé à Radio-Québec 2-3 ans. J'ai fait beaucoup des médias écrits aussi. Des médias souvent qui n'existent plus. Wow. L'ancêtre des médias underground du Québec qui s'appelait Mamise, qui était un journal magnifique.
Pour vous donner une idée, c'était l'époque où tout le monde fumait, se piquait même. Et nous étions en contact avec des journaux de Hollande. OK. Et nous étions aussi en contact quasi quotidien avec la police de Montréal pour connaître le prix de la bonne dope. C'était génial. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, mais clairement, vous êtes un précurseur. Ouais, et puis j'ai travaillé au Temps Fou. Imaginez, le journal s'appelait Le Temps Fou. Donc des jeunes, intello, parfois antisyndicalistes, pas toujours, très féministes. La Vie en Rose, qui est un magazine qui a marqué l'histoire du féminisme au Québec, était d'abord un encadré dans notre journal, Le Temps Fou, et puis d'autres choses. OK, on a placé la table. Avec 3 magnifiques invités. Merci vraiment d'être là et merci de parler de ce sujet qui est vraiment très important, qui est la place de la culture afro-descendante dans les grands médias. Alors, on va y aller par thème. Le premier thème, ça va être la place de la diversité dans les grands médias. OK? Et je vous pose la question. Selon vous, la diversité dans les médias québécois a-t-elle évolué depuis le début de votre carrière? On dirait que j'ai le goût de vous laisser commencer. De façon incroyable. Okay. Vous ne pouvez pas vous imaginer, dans la fin des années 70, début 80, d'abord, pendant longtemps, j'étais le seul, à l'époque, c'était pas très grave de dire nègre, le seul noir. Léo, Léo, on peut-tu démystifier quelque chose parce que je sens que ça va peut-être titiller des spectateurs. Mais t'as raison de le faire. Hein? T'as raison de le faire. Nègre. Oui, mais comme moi je te connais puis je sais d'où ça vient. Mais je veux te laisser expliquer pourquoi tu tiens à utiliser ce terme-là. Parce que je suis un nègre et je refuse que quelqu'un me nomme. Je me nomme. Personne. Un nègre, un noir, un blanc, un jaune, un blanc raciste, progressiste, une femme féministe ou raciste. Personne n'a le droit de me nommer moi. Moi, je me nomme nègre et je revendique la négritude. Mais donc, ça, c'est le thème littéraire. Il faut faire attention. C'est un thème politique. Politique littéraire, mais c'est pas le terme colonialiste qu'empruntent les Américains dans le temps de l'esclavage. Parce que le mot nègre a une histoire. Au départ, les nègres, qui étaient, surtout en France, et des grands. Léopold Sédar Senghor, Académie française, tout premier nègre à l'Académie française. Aimé Césaire, un homme hyper politisé, pendant longtemps maire de Fort-de-France, un grand écrivain, cahier du retour. Bon. Et ces gens-là se disent, chaque fois que quelqu'un veut nous insulter, il nous traite de nègres. Alors on les emmerde, on retrouve le mot négritude et il nous désigne. C'était comme faire un pied de nez, alors. C'est une façon aussi d'être souverain de sa propre personne. Quand je me dis nègre, c'est une réponse à tous les racistes d'Amérique et d'ailleurs qui disent « Oh non, le mot en N. Est-ce que moi, je leur dis le mot en B? Pourquoi? Ils sont blancs, je suis noir. Où est le problème? » OK. Voilà. Donc, on revient à... Ça ne pouvait pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. On revient... S'il y a eu une évolution, extraordinaire. Oui. Vraiment. Quoi que les gens pensent, elle a aussi. Dans les années 70-80, il y en avait tellement peu de nègres, ou de noirs, pour ceux qui ça gêne. Il y en avait tellement peu que je les connaissais tous, dans tout le Québec. C'est incroyable. Wow. Ouais. Je me souviens d'un monsieur Diallo qui était au journal Le Soleil. On peut dire que c'est un racisé, un Égyptien qui était quand même l'éditorialiste de politique étrangère dans le Devoir du temps de Claude Ryan, qui s'appelait, parce que je ne crois pas qu'ils sont encore en vie, Georges Vigny, un copte égyptien. Et surtout, il y avait deux gloires, un Mauricien, Johnny Kahn, et
à la presse, et toujours à la presse, un Haïtien, Charles David. C'était des vedettes du journalisme international. À Radio-Canada, on faisait à l'époque de l'éditorial, et les deux étaient invités très régulièrement, presque chaque semaine. On était très peu nombreux. Ça, c'est au début. Mais il faut dire que la façon dont les afro-descendants sont impliqués dans les médias suit aussi l'histoire du journalisme. Okay. Donc, la période que j'appelle la période des dinosaures, donc avant 1980, donc du temps de la guerre froide, le monde était simple. Il y avait les Occidentaux et les autres. Point. Point. Donc, les Noirs, de temps en temps, c'était même pas un souci. Franchement, personne... Non, il n'y a pas de Noirs, et alors, où est le problème? 1980-90, ça commence à changer justement avec l'explosion de l'Empire soviétique. C'est aussi une façon différente de faire du journalisme. Parce que timidement, le numérique, mais très timidement, hein, le numérique s'installe. C'est une époque, moi je me souviendrai, quand on faisait du reportage à l'étranger, on avait l'ancêtre du portable. C'était tellement lourd. Je pense que ça pesait au moins 2 kilos et il fallait le connecter toutes les heures. Et quand tu voulais envoyer un reportage, on avait 2 fils, un femelle et un mâle, qu'on connectait dans le téléphone. C'était... Bon. Et à partir de là, ils ont dit, c'est aussi le début des écoles de journalisme au Québec et au Canada. L'ancêtre est à l'Université York en Ontario, mais assez rapidement l'UQAM. Mais avant, d'abord, et toujours encore maintenant, la meilleure école de journalisme, c'est Concordia, qui reçoit beaucoup de monde, qui reçoit beaucoup plus d'afro-descendants que toutes les universités du Québec réunies. Et à l'époque, ceux qui viennent de là sont engagés forcément dans les médias anglophones, ça on reviendra là-dessus. À partir, je vais très rapidement, à partir des années 2000, l'Internet est très popularisé, donc les gens se disent « Ouais, mais là, on ne peut pas dire que ouais, ils sont noirs, on ne peut pas les montrer. » On s'en fout, parce que souvent, ils travaillent sur les médias électroniques, donc on ne les voit pas. Pourquoi pas? Donc, autrement dit, la facilité technique a été aussi une popularisation, un accès des afro-descendants, parce qu'on ne les voyait pas encore une fois. Parce que, ça, on y reviendra aussi si c'est nécessaire, dans les années 80, quand j'étais vice-président de la Fédération des journalistes du Québec, on a mis sur pied un programme qui s'appelait Nouveau Visage, et c'est de là qu'est sorti notamment l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean. Oui, mais finalement, c'était un feu de paille. Ça a quand même été un feu de paille. Oui, donc aujourd'hui, dans les années 2020, 2022, il y a beaucoup d'évolutions. On les voit peut-être pas toujours, mais on les voit quand même beaucoup, plus à l'écran. Moi, je me pose la question, c'est par rapport aussi au contenu. Est-ce qu'on s'intéresse à... Oui, il y a seulement les gens, les journalistes qui travaillent, mais comme producteur, Jean-Yves, est-ce qu'au contenu, est-ce qu'on voit une évolution de cette culture afrodescendante? Elle est très lente. L'évolution, je suis d'accord justement avec son propos dans le sens que la démographie, l'évolution de la démographie noire et des communautés culturelles au Québec, c'est ça qui a probablement été le premier impact. Parce que si on y va de manière totalement, purement statistique, les communautés culturelles, au début des années 2000, fin des années 90, c'est à peu près 600 000 personnes au Québec. Aujourd'hui, on a dépassé le 1,2 million. Elle a doublé en l'espace des 20 dernières années, ce qu'on appelle les racisés aujourd'hui. Donc, ça a eu cet impact, cette évolution démographique, mais c'est sûr que ça a eu un impact en termes justement
avoir un peu plus de gens représentatifs de cette population-là qui correspond à peu près à 12-13% de la population québécoise. Mais c'est ça qui est important. Il faut une densité sociale pour peser politiquement. Et économiquement. Oui, parce que les gens, on s'entend, les grands médias, ce ne sont pas des humanitaires. Hein. Non, ils sont là pour faire de la business. Dans le cas du téléviseur public, il y a une loi qu'il applique mal, excusez-moi, messieurs mes patrons, mais tous les ans, au mois de juin, Radio-Canada, CBC, est obligé de faire un rapport comment ils appliquent la loi sur la diversité. Oui, parce que ce sont des télévisions d'État. Bon, il faut rendre hommage à Madame Catherine Tête, la nouvelle patronne de Radio-Canada, donc ma patronne. Il y a une volonté très solide. C'est vrai. D'impliquer, vraiment, c'est très, très sérieuse et tout. Mais le fait qu'elle ait vécu et travaillé à New York n'est pas étranger à ça. Ah. Mais il y a un point que c'est important dans ta question que tu as soulevé, qu'il faut vraiment bien différencier. Parce que ta question était par rapport au contenu, mais là où il y a une évolution qui est claire, qui est, selon moi, qui a été provoquée par, évidemment, la démographie et aussi, surtout, la technologie, la progression technologique, que je suis totalement d'accord, surtout de l'Internet et des nouvelles plateformes. Là où il y a une différence, c'est on voit plus de gens des communautés culturelles dans l'écran, oui, mais là où il y a encore beaucoup de retard, c'est derrière. Derrière, réalisateurs, scénaristes, techniciens. Alléluia. Mais ça, on va en parler. Et selon moi, l'avenir, vraiment, selon moi, l'avenir du développement du contenu représentatif réellement du Québec multiculturel, c'est plus des gens issus des communautés noires, maghrébines, hispaniques, whatever, derrière, beaucoup plus que devant. C'est vrai. Alors, pour être à l'intérieur... Puis après, moi, j'aimerais compléter avec un aspect. C'est cela, parce que sur le plan technique, il y a de plus en plus de responsables techniciens afrodescendants, notamment pour la transmission. OK, mais ça vous l'avez vu depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? Au début, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et maintenant, il doivent y en avoir une bonne dizaine quand même, ce qui n'est pas rien, parce que ce sont ces gars-là et ces filles, pas de filles en fait, que des gars. Ouais, ça aussi, c'est un autre sujet. Nous, en tant que femmes, on il y a doit des vraiment, gars, moi j'en connais un, il va jusqu'au Nunavut, parce qu'on a des câbles, des diffuseurs, des stations au Nunavut, aussi loin dans le nord, et ces personnes-là connaissent les besoins des gens. Et surtout, un nègre, un afrodescendant en contact avec les communautés autochtones, c'est génial, on y reviendra aussi, mais il y a une volonté, encore une fois, je peux parler que de diffuseurs publics, il y a une volonté réelle. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont gentils, oui, c'est vrai, ils sont gentils, mais c'est pas ça. Il y a une volonté de vraiment vouloir... plus que ça, une obligation. Une obligation. Parce que de toute façon, les gens... Ils ont un mandat. C'est la chaîne qui représente les intérêts publics de la payeurs de taxes. C'est ça, les payeurs de taxes. Mais comme vous l'avez bien exposé, c'est une entreprise, les médias. C'est des compagnies. Oui. Il faut qu'à la fin de la journée, que ce soit rentable. Fait que oui, il y a les animateurs, il y a le contenu, il y a les ressources humaines, mais il y a aussi les spectateurs. Il faut aussi que les spectateurs soient au rendez-vous. Oui. C'est comme le triangle infernal. Parce qu'à the end of the day, c'est une business. Il faut que ça se retrouve, parce qu'à la fin de la journée, qu'il y ait des représentants de toute la diversité québécoise, c'est magnifique. Mais si après, il n'y a personne pour écouter, pour les regarder, ben, on revient à la case zéro. Moi, jusqu'à présent, ce que je sais, c'est que le spectateur, le portrait robot du spectateur des émissions québécoises en ce moment, c'est les Québécois de souche. Nous, nous, en général, les citoyens racisés, on s'est déjà, depuis plusieurs années, repliés sur d'autres types de médias parce qu'on a besoin de se sentir représenté. Exactement. Fait que là, il y a quand même un travail des grandes fenêtres de diffusion de séduire ce public pour qu'il revienne devant l'écran. Ben justement,
ce que tu abordes, Kitty, ça m'amène à vous poser l'autre question. Est-ce que, bon, on clame haut et fort ce manque de contenu, en fait, ce manque de diversité et qu'on doit vraiment aller chercher les spectateurs, comme tu dis, mais est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité en tant que communauté racisée par rapport... Là, je m'explique parce que je viens, moi, d'une famille où très petite, je savais que je voulais être journaliste animatrice, mais ma mère m'a poussée dans cette direction. Je sais que ça n'a pas été le cas de plusieurs des parents qui sont issus de ces communautés-là, qui veulent un avenir encadré pour leurs enfants, à des métiers plus traditionnels comme notaire, docteur, infirmière, bon, avocat, etc., etc. Est-ce qu'on n'a pas aussi cette part de responsabilité-là de pousser ce talent, de l'encourager, J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, j'ai envie de rebondir tout de suite parce que moi, c'est aussi mon expérience. J'ai passé par les écoles. Mais à l'époque où moi, j'ai étudié au Cégep de Jonquière. Je fais partie de la première délégation du Cégep de Jonquière en arts et technologie des médias. C'est une bourse que j'ai gagnée parce que je me suis démarquée au secondaire. J'avais créé le premier journal étudiant de mon collège avec 2 amis. Et on nous a octroyé la bourse pour étudier en arts et technologie. J'y étais parce que j'étais flattée d'avoir gagné la bourse. Même si les médias, l'animation, le journaliste est une réelle passion pour moi, dans ma réalité de jeune adolescente, moi, j'y croyais pas. J'ouvre la télé, il y a personne qui me ressemble. J'écoute la radio, il y a personne qui sonne comme les gens que je connais. Ils traitent pas de sujets qui nous intéressent. Tous les médias écrits, c'est la même chose. Et même quand j'ai fini mes cours, moi, j'ai fait des cold calls auprès de médias qu'on connaît très bien. Puis on m'a presque ri à la face, comme « Pourquoi tu veux être stagiaire chez nous? » Alors, mais tu vois, cette réalité, elle a évolué. De toute façon, tout évolue. Mais à cette époque-là, à force d'être boudé en tant que communauté afrodescendante ou bien racisée, à force d'être boudée par toutes ces grandes fenêtres médiatiques, c'est clair qu'on a été chercher ailleurs notre divertissement, notre information et Alouette. Chez les Américains. Chez les Américains, maintenant sur l'Internet, on crée notre propre programmation. Et c'est pas pour rien que le programme là que je co-anime, ben on l'a sorti sur le web, parce que c'est là où on est. Et il y a vraiment un travail à faire pour aller rechercher ces spectateurs-là, parce qu'on est juste ailleurs maintenant. Mais est-ce que, tu sais, Jean-Yves, peut-être que tu vas pouvoir rebondir là-dessus, mais comment on fait pour aller chercher la jeunesse pour qu'ils deviennent eux-mêmes des producteurs, eux-mêmes des scénaristes, eux-mêmes des réalisateurs? Parce que ça commence là, en arrière de la caméra, où les gens peuvent construire ce contenu. Tu sais, quand tu parlais de quelle est notre part de responsabilité en tant que communauté, c'est vraiment dans cette direction-là, parce que aujourd'hui, bon, les médias, les owners de ces médias traditionnels vont dire « Oh, ben, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Maintenant, on voit beaucoup plus de Noirs et d'Arabes et d'Hispanophones à la télé. » Ils vont tous, présentement, je te dis, ils vont tous vous dire ça. Ils vont dire, regardez, le dernier Star Academy de 2021, le tiers, il y avait 4 Noirs et une Arabe qui sur les 15... Et moi, je leur répondrais, où est la série où une femme racisée tient le rôle principal? Moi, c'est ce que je répondrais. Et c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la télévision québécoise. Hein, c'était Jasmine. C'était Jasmine, exactement. Et on s'en rappelle tous. Donc, et dans ce cas-là, évidemment, je viens d'introduire le sujet pour répondre bien à ta question. C'est que notre part de responsabilité, c'est de pousser nos jeunes à s'instruire, la formation, l'éducation et après, l'entrepreneurship. Parce que sans entrepreneurs, les choses n'ont pas réellement avancé. On doit devenir des producteurs, on doit devenir des réalisateurs, mais il faut pousser les gens justement à raconter leurs histoires. C'est pas tout simplement prendre des postes qu'on nous donne, regarde, j'ai un rôle pour toi. Non, il faut pousser l'entrepreneurship au sein de nos communautés, dans le milieu médiatique, pour créer un réel changement, pour qu'on puisse ouvrir des portes. Aux États-Unis, on enlève BET, la chaîne qui a été créée par Bob Johnson au début des années 80.
Si on enlève cette chaîne-là de l'histoire télévisuelle des États-Unis, je vous garantis qu'il y a beaucoup de vedettes américaines du milieu hip-hop ou du milieu tout simplement du cinéma qui ont pu justement débuter leur carrière grâce à BET, qui n'existerait pas aujourd'hui. Ces vedettes-là n'existeraient pas, ne serait-ce que les Beyoncé, les Jay-Z de ce monde. Oui, puis j'ai envie de rajouter, c'est extrêmement viable si on prend ces plateformes comme des entreprises, comme Natif TV. Ben, si chaque citoyen investit dans une plateforme qui lui ressemble, ben, c'est sûr que là, on est en train de créer une nouvelle réalité pour nous tous. Fait que oui, c'est vrai, le spectateur fait partie, est un acteur actif de ce changement-là. Et le spectateur ne veut pas juste se voir à la télé, il veut aussi être attiré par des histoires. Comprendre aussi, se rattacher. Ces ouais. histoires à lui Voilà. ou à elle, parce qu'on a vu à CBC La Petite Mosquée. La Petite Mosquée, c'est une série magnifique. 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 Elle était rassembleuse, mais pas que pour les nègres, les afro-descendants, comme vous dites, mais aussi pour la communauté des Blancs. Parce que les gens, ah bon, ils sont pas si sauvages finalement. Je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Ils se disent, ben non, ils nous ressemblent, non. Et j'aime beaucoup la série, là on est en 2022. C'est une série que diffuse le gouvernement du Québec. C'est des pubs sur l'inclusion. Alors, c'est des petits sketchs. Alors, ils sont 2, 3, 4. Oui, c'est 2 noirs et une blanche. Ah oui, vous aimez cette publicité? Oui, parce que moi, je l'aime pas, mais je comprends. Non, parce que la conclusion, c'est ils sont québécois. C'est toujours, oui, c'est vrai. Toujours la conclusion, c'est oui. 3 noirs dans un parc, ils sont québécois. Ce sont des amis québécois. Ouais, mais je sais, c'est simpliste. Mais cette pub-là, elle a plusieurs publics. Peut-être que c'est pas toi le public. Moi, je l'aime vraiment pas. Moi, je l'aime pas. J'aime vraiment pas cette pub pour plusieurs raisons, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour continuer à qu'on est dans les médias. Là. On parle de médias. La publicité, c'est un média important. Absolument, absolument. Oui. Mais à la fin, ben, si vous voulez qu'on fasse la boucle sur cette publicité, c'est que à la fin, ce sont des décideurs blancs qui ont décidé de mettre cette publicité qui ne rejoint pas toutes les communautés racisées, malheureusement. Voilà. Mais le fond est bon. Est-ce que c'est mieux ça que rien? Très bonne. Est-ce que c'est mieux ça que rien? Moi, je trouve que c'est mieux ça que rien. Moi, je dirais c'est mieux rien que ça. Ah, je pense que je suis de l'avis de Jean-Yves. OK, on continue. Pour moi, c'est comme une ouverture maladroite. Mais même les ouvertures maladroites, pour moi, c'est quand même une ouverture. C'est comme les quotas. Parlons-en des quotas. Mais Ouch. Parlons-en un peu des quotas, parce que ça aussi, ça polarise le discours. Oui. Est-ce que les quotas font avancer la cause? Moi, mon opinion, je pense que oui aussi. Mon humble opinion, je pense que oui, parce que ça force à changer le réflexe de toujours aller vers le connu. T'as raison, mais c'est dangereux, les quotas. Mais c'est ça, c'est dangereux. C'est important de les avoir, mais c'est hyper dangereux parce que pourquoi est-ce que il y a une série qui me vient en tête, puis vous savez, moi, j'ai couvert énormément les lancements de séries. Moi, j'étais toujours à la salle de médias de Radio-Canada. À interviewer toutes les personnalités de chaque nouvelle série qu'on nous présentait. Et pour moi, de mettre un autochtone pour mettre un autochtone, OK, mais si tu racontes pas l'histoire en arrière de cette personne et qu'elle est viable, qu'on puisse vraiment se retrouver et que les autochtones puissent se retrouver dans ce personnage qui fait partie parce qu'il a été là pour les quotas, alors moi, maintenant, si c'est caricaturé, ça revient à zéro. Est-ce que tu comprends? Oui, tout à fait. Moi, où ce que je trouve que ça commence à être blessant et dangereux, c'est quand la conversation s'arrête à ça. Pour moi, un quota, c'est le début d'une conversation. Oui. Et après, la conversation doit évoluer. Exactement. C'est une façon de se ressaisir collectivement et se dire, OK, il faut qu'on fasse de la place. Maintenant que la place, elle est faite, ouvrons la conversation à autre chose. Exactement. Mais franchement, moi, je suis pour les quotas. OK. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Moi, je suis entré à Radio-Canada il y a plus de 35 ans et il n'était pas question de quotas. OK. Et la loi, encore une fois, qui est appliquée le mois de juin au CBC Radio-Canada, doit rendre compte de la façon dont il applique la loi sur la diversité. Elle n'existait pas à l'époque.
depuis qu'elle existe, c'est pas la joie totale, mais il y a beaucoup d'évolutions. Alors, si le gars ou la fille est engagé dans le cadre de cette loi, d'une loi sur les quotas qui n'existe pas au Canada officiellement, hein, on s'en fout. J'espère que lui ou elle s'en fout parce il sait qu'il n'est pas engagé parce qu'on a décidé. Il est engagé parce qu'il est bon. Quand j'étais vice-président de la Fédération des journalistes du Québec, donc fin des années 80, nous avions mis sur pied un programme qui s'appelait Nouveau Visage. Oui. Et ça a marché. Pourquoi? Parce que les patrons, c'était pas une loi que pour le fédéral, c'était pas une loi gouvernementale, c'était un règlement, une suggestion de la fédération. Aucun gouvernement n'a signé ça. Mais tous les médias, presse écrite, parler, télévisuel, tous l'ont appliqué. Où est-ce que ça a morpionné? C'est avec nos collègues, c'est pas les patrons. C'est les collègues journalistes qui disaient « Oui, toi, on sait bien, t'es venu parce que le programme... » Putain, excusez-moi, mais ce programme-là, les questions pour accéder aux médias étaient 2 fois plus dures que ce qu'il y avait dans toutes les salles de rédaction. Alors, les gens qui sont venus aux médias par le cadre du programme de Nouveau Visage, ben, bravo. Ils n'ont pas à dire, oui, contrairement à ce que les collègues blancs disaient, ouais, toi, on sait bien. Non, ils étaient beaucoup plus exigeants pour accepter ces gens-là que le contraire. Ce pourquoi ce programme a été arrêté, c'est parce qu'il y avait vraiment un refus. À cause des plaintes, finalement. Des collègues. Wow. Parce qu'on disait, mais là, vous venez parce que vous êtes nègre. Bon, ils disaient pas nègre. Oui, c'est vraiment grave. Donc, moi, les quotas obligatoires, je suis pour. Wow. Et Jean-Yves, est-ce que tu es pour les quotas? C'est une lame à double tranchante, je trouve. Moi aussi, je trouve. Puis, des quotas, c'est utile pour effectivement provoquer les choses, comme tu as bien dit dans tes propres Obligé. mots. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est juste que maintenant, à l'époque qu'on est rendu, je crois maintenant, à beaucoup plus loin que ça. Maintenant, c'est plus une question de quota, c'est une question de marché. 13% de la population fait partie des minorités visibles. Même financièrement, point de vue business, ça fait pas de sens de ne pas tenir compte de 13% de la population et que les gens qui forment justement les personnes qui travaillent dans le milieu médiatique dans des postes clés, que ce soit de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, c'est même pas 2% ou 1%. Ben, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas juste laisser ça au gros bon sens. À un moment donné, il faut aussi exiger du changement. Et une fois que le changement est exigé, les personnes qui sont en place sont compétentes et c'est là que le changement s'active. Super. Et je crois que les nouveaux médias comme les Netflix et les Prime Video de ce monde, ben, c'est ce qu'on appelle les disruptors. Ben, ils sont venus brouiller les cartes des médias traditionnels. Provoquer. Ils sont venus déranger justement le système établi depuis les 30-40 dernières années. Absolument. Qui fait en sorte que nos communautés qui sont sur Internet, quand Netflix est arrivé, c'est un outil de plus. C'est intéressant, Netflix. Oui, mais il y a une culture dans les médias traditionnels aussi. Dans les médias émergents, je ne sais pas, je les connais très peu, mais dans les médias traditionnels, il y a une culture qu'on peut élargir aussi à la culture générale des Blancs, pour parler rapidement, qui veut qu'on ne voit pas pourquoi. Parce que quand il y a eu cette histoire de cette jeune femme qui était ancienne prof à Concordia, donc les gens, à chaque fois qu'un blanc, un collègue, un politicien, un quidam me disait «
oui, mais là, il faut défendre cette femme. Je dis, est-ce que vous l'écoutez, cette femme? Chaque fois qu'elle a parlé, la jeune femme qui enseignait à Concordia et qui a eu le malheur d'utiliser le mot nègre à l'université d'Ottawa, est-ce que vous l'écoutez? Cette femme, jusqu'à aujourd'hui, a toujours dit, j'ai déconné. J'aurais dû le dire de façon plus documentée, parce que son histoire, c'était de parler de ce que je dis, moi, de récupérer le mot négritude, parce qu'elle donnait l'exemple des gays qui se reconnaissaient gays. Et bon, c'était maladroit, mais il a toujours dit. Et là, tu vois tous les extrémistes de droite qui sont pour la liberté d'expression. Allez vous faire foutre. C'est comme les convois de camionneurs qui parlent de la liberté, franchement. OK. Mais justement, on parle de Concordia, on parle de cette présence, du manque de contenu. Est-ce que vous trouvez que les médias, en fait, on voit clairement une différence entre les médias anglophones et les médias francophones, au Québec? Et pourquoi est-ce que les médias francophones, vous croyez, n'ont pas-ils emboîté le pas comme les médias anglophones? Ça, c'est fondamental. C'est connaître l'histoire du Québec. Oui. Le Québec profond, que le monsieur ou la dame soit une intellectuelle ou un intellectuel, il y a cette expression que je trouve terrible, mais qui identifie aussi, qui définit les Québécois, né pour un petit pain. Mm-hmm. Et les gens se disent que nous sommes dans une culture fragile. Ils ont beau être PDG, ils pensent que la langue française est menacée, que leur culture est menacée. Et c'est vrai que individuellement, les gens vont... Bon, on n'a plus ça maintenant. C'est des magasins qui n'existaient même plus. Steinberg, vous n'avez pas dû connaître ça. C'est vrai que quand on allait dans l'est de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, c'est vrai que c'est choquant. Vous êtes chez vous, puis il y a une vieille dame, petite, blonde, plus ou moins en santé. I don't speak French, I don't speak French. Je dis, merde, t'es au Québec, tu pourrais te faire des efforts. Ou alors, tu vois un Pakistanais qui est arrivé la semaine dernière, no French. Ça choque, et c'est profond. Et quand les gens disent, attends, on n'est plus chez nous. Donc, si bien que, Dieu merci, ce n'est pas encore entré dans le mainstream de la raison politique québécoise, mais je ne sais pas pour combien de temps, mais en France, en Europe, il y a ce mouvement horrible qui s'appelle le grand remplacement, où les Blancs sont persuadés que à accepter autant de monde qui ne nous ressemble pas, donc essentiellement les Asiatiques et les Afro-descendants, on ne sera plus chez nous, on va être émergés, ils vont nous prendre nos jobs, c'est déjà fait, ils vont nous prendre nos femmes, ça se fera bientôt, on ne sera plus chez nous. Donc, encore une fois, on n'en est pas là au Québec, mais il y a ce substrat profond, compréhensible, qui veut que au fait, si on leur donne toute cette place-là, il me semble que nous autres, là, on n'a jamais été colonisateurs. Donc un sentiment d'insécurité? Oui, profond. Et là, moi, je leur dis, allez voir au séminaire de Trois-Rivières des archives sur l'esclavage au Québec. Ah ouais, nous autres, là, ouais, vous autres. Allez voir Angélique, ça vous dit quelque chose à Montréal? C'est quoi ça, Angélique? Angélique, c'est la femme qui s'est faite brûler. Oui. Brûler vive. Oui, sans aucune preuve réelle que c'est elle qui a brûlé la ville de Montréal. Absolument. Alors tu leur dis, mais attendez, là, les nègres, on est dans l'histoire du Québec depuis D'Acosta qui traduisait pour Samuel de Champlain. Ah, ouais. Il y avait des nègres, ouais, tout le temps. Mais c'est deux cultures différentes. Mais c'est profond. Il y a le francophone, l'anglophone. Déjà, ils s'expriment dans deux langues différentes. Absolument. L'histoire est différente. Mais qu'est-ce qui explique l'ouverture d'esprit? Ben, c'est vraiment la culture. Il faut vraiment retourner dans l'histoire. Puis je pense que quand on s'intéresse puis qu'on veut investir sur un territoire, dans une communauté, il faut vraiment faire ses devoirs et puis comprendre un petit peu anthropologiquement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir
placer ses pions pour le futur. C'est vraiment primordial que tu sois dans les médias, dans les finances, dans le sport, dans l'art, la culture. Il faut que tu fasses tes devoirs. L'entrepreneuriat, il y a des dynamiques. Et il faut les comprendre et les respecter pour pouvoir négocier avec ça. Les communautés anglophones et les communautés francophones, il y a une rivalité depuis toujours. Depuis l'ancien pays, depuis l'ancien continent. Depuis l'époque de la Nouvelle-France. Voilà, mais même depuis l'ancien continent, les Britanniques, les Français, c'est comme... Depuis le vieux continent. C'est des dynamiques. Ça continue ici. Et ça continue ici avec une histoire qui est mêlée avec les Autochtones, les nouveaux arrivants, les Français. Il y a un terme depuis l'époque, les nègres blancs d'Amérique, ça vient d'où? C'est parce qu'ils ont été un peu ostracisés par les colonies anglaises qui sont venues en force. Je veux dire, je ne vais pas refaire un cours d'histoire là, mais il y a vraiment comme une raison pour laquelle... Moi, j'ai connu Pierre Vallière. Hein. C'est lui l'auteur des Nègres blancs d'Amérique. Mais attends, je vais juste finir mon point, parce que je sens que tu vas parler longtemps. C'est ça qui peut expliquer aujourd'hui le fait que les peuples de culture anglophone ont sûrement été beaucoup moins menacés. Ils vivent pas cette insécurité-là. Ils vivent pas cette insécurité-là comme les peuples de culture francophone dans ce territoire-ci. On peut retourner jusqu'à même 1804, quand les Africains sur l'île d'Hispaniola ont pris leur indépendance. C'est ça qui a créé la Révolution française. C'est ça qui a fait que la Louisiane, c'est devenu les États-Unis. C'est comme, je veux dire, il y a un effet boule de neige. Et ici, au Québec, il y a des choses qui se passaient. J'ai été vraiment étonnée cette semaine en faisant des visites d'école dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Au primaire, ils savent pas qu'il y a eu de l'esclavage ici au Québec. Il y a eu de l'esclavage d'une façon aussi... C'est pas mentionné encore? C'est pas mentionné. Il y en a eu d'une façon aussi intense qu'aux États-Unis. Donc, il y a vraiment comme, on dirait, un agenda de changer l'histoire, un agenda d'oublier des dynamiques, un agenda de nettoyer un petit peu ce qui s'est passé sur ce territoire-là. Moi, c'est ce que j'observe, c'est de mon expérience, de ce que je vois. Et ça continue encore aujourd'hui parce qu'on s'obstine à effacer des pans de l'histoire, des peuplades, des réussites, des victoires. Et nos jeunes ne sont pas informés. Puis ça fait des adultes aussi qui ne sont pas informés. Et c'est ces mêmes adultes aujourd'hui qui prennent des décisions, qui ne connaissent pas leur histoire non plus. Et moi, je trouve ça vraiment remarquable, des gens comme Webster qui font des expos pour pouvoir comme dévoiler la vérité. Fait que c'est ça, tout ça, ça se retrouve aussi dans les dynamiques médiatiques. Alors, un Québécois blanc vous répondrait que oui, même notre histoire à nous aussi a été cachée, ce qui est vrai, en partie ou du moins. Mais pour revenir à aujourd'hui, 2022, vous avez des jeunes blancs, blanches, qui sont nés, qui ont vécu, qui ont étudié dès la plus jeune école avec des blacks, des afro-descendants. Et c'est ça l'avenir du Québec, c'est ça l'espoir du Québec, incluant les médias. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas très habitué avec les médias émergents, les médias numériques, mais ce que je vois quand je cherche, comme c'était le cas la semaine dernière, un gars ou une fille, je cherchais un perchiste, le caméraman, je l'avais, pour un documentaire que je termine. C'était incroyable. J'ai eu sur 12 réponses autant de nègres et de négresses. Il y avait même 2 négresses, je vous jure, perchistes, que de blancs. Et ce sont les blancs. Ce sont les jeunes blancs qui m'ont envoyé, pas parce qu'ils étaient noirs, hein, pas du tout, parce qu'ils étaient aussi bons. Point. Ils étaient bons, puis comme par hasard, ils étaient noirs aussi. Oui, puis je m'en fous qu'ils soient nègres. Ça tombait bien qu'ils étaient blancs, finalement. Oui, c'est ça l'avenir, c'est ça qu'on veut. Oui, quand je cherche des techniciens, vraiment, c'est pas un souci.
Et je me rends compte, au contraire, parce que je ne raconte que des histoires en fiction, en documentaire, sauf le documentaire sur un peintre magnifique qui s'appelle René Gagnon, qui est mort en janvier 2022. Mais sinon, je ne fais que des documentaires que sur des pays d'Afrique ou sur des communautés nègres ici. Et vraiment, je me fous que ce soit un blanc ou un nègre. Mais c'est vrai que j'ai un petit penchant sur les nègres. Oui. Oui, parce que surtout quand j'allais au Rwanda, mon pays natal, et que je faisais des histoires sur les rescapés du génocide, c'est sûr qu'il y avait un plus. Mais pas toujours. J'ai travaillé aussi avec de superbes directrices, une superbe directrice de photos. Et encore une fois, c'est des gens que j'ai engagés à Montréal. Et pour la jeune génération, pas le moindre souci de la couleur. Vraiment, c'est l'avenir du Québec. Ah, M. Canada, on pourrait vous écouter des heures et des heures parce que vous êtes une encyclopédie des médias, une encyclopédie. Non, mais on voit votre passion. Il y a déjà 40 minutes qui sont passées, alors je vais vous poser une dernière question avant de conclure. Selon vous, si vous étiez à la tête du CRTC ou encore vous aviez une voix importante au CRTC, quelle serait une solution ou peut-être une mesure que vous mettriez en place pour faire avancer la présence de la culture afrodescendante dans les grands médias? Je sais que c'est une très bonne question. Moi, j'ai rien à dire. Bon, pour avoir été... pour être un habitué justement d'interaction avec les gens du CRTC, il y a deux choses en particulier, je crois, qui pourraient faire changer la donne. Bon, je sais qu'il y a des nouvelles lois qui doivent rentrer en vigueur très bientôt, qui sont à l'étude, justement sur les lois sur les nouveaux médias, les Netflix de ce monde, les compagnies. En tout cas, j'espère qu'ils vont vraiment prendre ça au sérieux, qu'ils vont pas faire ça juste pour faire plaisir aux gens, puis découvrir que ça n'a aucun véritable impact, mais vraiment des lois pour forcer justement toutes ces compagnies américaines-là qu'ils ont carrément fait en sorte qu'il y a plusieurs médias écrits qu'ils ont fermés au cours des dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y a le transfert, évidemment, de tous les revenus publicitaires des médias écrits qui se sont retrouvés entre les mains de Facebook, Google et toutes ces compagnies-là, les MAGA qu'on les appelle. En tout cas, j'espère certainement que le CRTC, que le gouvernement canadien va vraiment mettre ses pantalons pour de vrai et faire en sorte, justement, de les forcer à ce que justement, ils soient taxés correctement, comme ils taxent toutes les compagnies canadiennes, pour qu'il y ait de l'argent qui soit redistribué dans la création, parce que non seulement, évidemment, c'est toute l'industrie médiatique qui en profite, mais par ricochet, nous aussi, des gens des communautés culturelles. Parce qu'il y a des pays européens qui le font déjà. Oui, en Europe, il y a déjà des règles très strictes qui le font déjà, et ça fonctionne. Donc, pourquoi le Canada a pris autant de temps pour agir? Ça, c'est une autre histoire. Et deuxième point, des règles, de la même manière que APTN est une chaîne de télévision qui a été imposée justement pour être distribuée partout en pan-canadien. Pan-canadien, oui. Bien que ce soit le cas pour des chaînes de télévision aussi qui soient représentatives des communautés culturelles qui ont ce même genre de statut-là, pour que des chaînes comme justement Natif TV et d'autres chaînes du genre puissent justement avoir accès au large public. Et ça pourrait permettre à des producteurs indépendants d'avoir accès à des subventions, parce que quand un producteur, pour des gens qui ne le savent pas, qui nous écoutent peut-être, quand un producteur veut produire une émission, tu ne peux pas produire une émission, tu ne peux pas avoir accès au crédit d'impôt et aux subventions, que ce soit de la SODEC, Téléfilm ou le FMC. Tu n'as pas accès à ces fonds-là si tu n'as pas un diffuseur qui est prêt à te donner une licence. Absolument. Absolument. Ça, c'est très vrai. Je suis en train de passer par le processus. Ce que tu dis, c'est absolument vrai. Et toi, Katie, moi, c'est pas tant au CRTC que j'aimerais m'adresser, mais plus à la population en général, parce que le changement, moi, je l'incarne. Quand j'ai étudié, je n'y croyais pas. Je croyais même pas que j'allais pratiquer ce métier. C'était vraiment juste par satisfaction personnelle que j'ai suivi la formation. Et aujourd'hui, à la veille de mes 50 ans, je rentre enfin à Radio-Canada.
Ça, c'est un métier que je pratique depuis Ouais. que j'ai Tu le 18 viens, ans. Wow! C'est un métier que je pratique depuis 18 ans. J'ai travaillé, j'ai animé des émissions sur toutes les chaînes radio. C'est vrai. J'ai animé sur toutes les chaînes télé qui existaient, universitaires, underground, communautaires, pareil à la radio, sur le web. J'ai créé mon propre média, langejourdain.com. Mais c'est que je pense qu'il faut persévérer dans la vie. On ne peut pas arrêter le progrès. On peut pas arrêter le changement. On peut juste le ralentir. Et je pense que c'est ce qu'on observe au Québec. Il y a plein de forces qui veulent le ralentir pour protéger des intérêts acquis. C'est à nous, ensemble, collectivement, tous ceux qui désirent voir ce changement-là, de mettre la main à la pâte. De la même façon qu'on aide des entreprises à rester ouverts, on devient des consommateurs, des supporters. On partage des posts, on se plaint quand ça ne nous plaît pas. Ben, c'est la même façon que si on veut voir un réel changement pour nous, de notre vivant. Moi, je pensais pas que j'allais voir ce changement-là de mon vivant. Moi, je travaillais pour mes enfants et enfin, je récolte. C'est pas merveilleux, ça? Merveilleux. Fait que si nous, on veut voir ces changements de notre vivant pour que ça devienne périn pour les générations futures, c'est à nous à prendre cette décision, cette conviction qu'on veut participer à ce changement. Donc, il faut les écouter, les émissions. Il faut les syntoniser. Il faut s'abonner à des chaînes comme Natif. Jean-Yves travaille depuis que Jean-Yves m'a mis à la télé. C'est beau. Jean-Yves m'a mis à la télé. C'est beau. On a travaillé sur Vibe Plus, la première émission qui C'est s'intéressait à la communauté urbaine d'ici, produit par des gens d'ici, animé par des gens d'ici. Et quelque chose, c'est Jean-Yves a une émission mis tellement Kéké à la populaire. télé. Jean-Yves Wow. met tellement de gens à la télé. C'est vrai. Et Jean-Yves, sans le savoir, lui et son équipe sont des révolutionnaires. Oui. Non seulement ils ont mis une jeune femme noire à la télé, mais à l'époque, j'étais enceinte. Et même dans les réseaux traditionnels, ils laissaient pas une femme enceinte Jamais. animée. Jamais. J'étais enceinte de mon premier enfant qui va avoir 18 ans. Wow. Et c'est avec Vibe Plus. Et après, c'est après moi qu'on a pu voir des femmes enceintes, animées. Parce qu'être enceinte, c'est pas une maladie. C'est vrai. Il faut aussi se battre pour voir plus de femmes à la télé. Oh oui. Les femmes et les hommes sont équitaires dans leur travail. Malheureusement, on n'est pas égaux parce qu'on n'est pas pareil. Une femme vit tellement de cycles dans sa vie qui affectent sa carrière. C'est vrai. Il faut en tenir compte. C'est vrai. Il faut arrêter de faire semblant que ça n'existe pas, qu'on est capricieuse. Non, on crée des êtres humains. C'est vrai. Et on crée les hommes. On crée les hommes. Est-ce qu'on peut respecter voilà. ça Bien sûr, et bien nous sûr. inclure dans la chaîne alimentaire C'est ça. comme des professionnels? Depuis que je suis devenu papa, j'ai pris totalement conscience de cela. T'as Alors, pris conscience, hein? Voilà, Ah, mais c'était sur mon ces- aparté. Ah, mais non, mais sur ces mots, qui, tu sais, je vais vraiment m'adresser au public qui nous écoute. Je voudrais vraiment remercier Léo, qui est Je vous en ici, prie. et Jean-Yves, que j'ai vraiment eu la chance de découvrir aujourd'hui, franchement. Merci parce que la culture afrodescendante, elle est importante, elle est ancrée dans nous-mêmes. Hein. On est tous des afro, de la négritude comme. Des nègres et des négresses. Des nègres. Des nègres qui s'assument. Nous sommes les vrais nègres d'Amérique. Les Québécois aussi, c'est des nègres d'Amérique. C'est Et les je autres vous, nègres. ben, je vous invite pour continuer justement à poursuivre cette culture afrodescendante, à suivre la programmation du festival afro-urbain du 25 au 27 mars. Allez-y, c'est gratuit, hein? C'est gratuit. Puis je vous remercie vraiment d'avoir été. C'était une discussion vraiment passionnante. Merci. Et là, moi, je vais mettre mon chapeau de coordonnatrice pour te remercier, Anne Lovely, et aussi te féliciter pour toi, ta carrière, Merci. le rayonnement sur lequel on peut s'appuyer. Tu es inspirante, tu es pétillante, et merci d'exister dans le paysage Merci. culturel québécois Merci, Et même ça tout me fait vraiment et chaud dans au nos cœur. cœurs. Merci.